Bruno Coleman, bonjour. Vous êtes économiste et capable de tout expliquer quand on ne comprend plus rien. Vous êtes professeur dans plusieurs universités en Europe, économiste en chef dans une grande banque privée et auteur de près de 80 livres, pas moins. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi, bien sûr, un financier, parce que la finance, c'est votre ADN. Mais alors, vous venez de publier Du rêve de la mondialisation au cauchemar du populisme. Et il y a quand même des trucs curieux que vous écrivez. Exemple, de nombreux citoyens écartés de la mondialisation par une sphère marchande oppressante sont en perte de dignité humaine. C'est Jean-Luc Mélenchon qui a écrit votre livre. Non, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est mon premier essai politique, donc c'est une tentative un peu hasardeuse. Mais c'est le constat aujourd'hui qu'il y a un mécontentement généralisé par rapport à une certaine sphère marchande. Et je catégorise plutôt cette sphère dans le capitalisme anglo-saxon, pas européen, avec des populations en rancœur, en amertume contre des États qui ne les ont pas protégés contre les forces du marché. Et les États sont eux-mêmes écartelés entre ces mêmes populations mécontentes et des marchés qui leur échappent. Donc on a aujourd'hui une configuration économique astrale extrêmement particulière, sachant qu'en plus, nous avons un tassement très important de croissance. On parle de manière tendancielle d'une croissance de 1%, ce qui ne permettra pas aux États d'assurer les engagements sociaux qu'ils avaient promis à leur population. Et le grand basculement, vous le situez à 2008, c'est-à-dire le moment de la grande crise financière. C'est là où tout a basculé en quelque sorte. C'est à partir de ce moment-là que les inégalités salariales ont augmenté, que le capital s'est enrichi. 2008 était un symptôme quasiment métaphorique. C'est le moment à partir duquel, effectivement, l'économie était ébranlée. Les salaires n'ont quasiment plus augmenté depuis 2008. Le capital s'est amplifié parce que par la baisse des taux d'intérêt, quand le futur coûte moins cher, le présent vaut plus, le capital s'est amplifié en valeur. Mais il y a plus que ça, je crois. C'est vraiment la parenthèse néolibérale qui se ferme. Elle s'est ouverte en 79-80 avec Thatcher et avec Reagan. Aujourd'hui, on voit que ces deux pays sortent de la mondialisation classique avec le Brexit et avec Trump. Et aujourd'hui, un peu comme une marée qui reflue, on voit une économie européenne qui est un peu fissurée, un peu en désespoir, avec des États qui ont été disqualifiés depuis 40 ans et qui peinent à retrouver un rôle de stratège qu'ils avaient dans les années 60 et 70. Alors regardez cette photo, les gilets jaunes. Alors on ne va pas parler des dérives qui sont condamnables, mais du phénomène, du mouvement social, du mouvement citoyen. Vous l'aviez prédit et vous le soutenez ? J'avais écrit beaucoup de textes à ce sujet-là, sans pouvoir évidemment imaginer que ça puisse prendre cette forme. Mais les périodes d'hyper-mondialisation, et la mondialisation s'est accélérée depuis 2008, sont souvent suivies de périodes de tension sociale. Pourquoi ? Parce que si le capital est fluide et bouge, le travail commence à perdre son ancrage. Il est, comme on dit en économie, déterritorialisé. Et d'ailleurs, c'est assez frappant que la première réaction des Gilets jaunes a été de freiner le flux des personnes et des biens dans des ronds-points, dans des autoroutes, comme si l'économie allait trop vite pour eux. Et en fait, ce qui s'est passé en France est assez révélateur. On a voulu appliquer des normes d'efficience à des services publics, que ce soit en matière de santé publique, en matière de transport. Et tout d'un coup, les populations ont vu que les barrières logistiques devenaient quasiment sociales. Et donc, ce mouvement a donc été largement, s'est répandu assez rapidement. Mais alors, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu schizophrène ? Parce que d'un côté, on voit bien que vous dénoncez la mondialisation ou ses effets pervers, et en même temps, sans jeu de mots, vous êtes économiste en chef dans une grande banque privée, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde ? Non, pas du tout. Je crois que la mondialisation est une bonne chose, et je suis un promoteur du capitalisme, mais d'un capitalisme qui soit tempéré par des États. Le fondateur du libéralisme, en tout cas le théoricien qui était Adam Smith, il avait dit déjà il y a quasiment 3 siècles, il avait dit il faut absolument des marchés qui aient leur spontanéité, mais en même temps des États qui soient présents pour la redistribution. Et ce qui s'est passé, mais ce n'était pas le cas en Europe avant les années 80 et 90, c'est que les États se sont engouffrés dans une mondialisation qu'aujourd'hui ils ne contrôlent plus. Donc le politique ne contrôle plus la finance aujourd'hui. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc le capitalisme a besoin d'avoir sa fluidité, sa mobilité, sa spontanéité, mais l'État doit être présent pour encadrer, quand c'est nécessaire, les forces du marché et assurer une redistribution correcte. Et je le répète, c'est le système du capitalisme rénant que nous avions dans les années 60 et 70, avec
avec une bonne convergence des intérêts du capital et du travail, un dialogue social de qualité. Aujourd'hui, ce monde a changé parce qu'une logique anglo-saxonne, dont on a bien sûr vu les bénéfices, mais dont on constate aujourd'hui les méfaits, s'est imposée dans nos économies sans qu'on ait pu se rendre compte de cette réalité. Alors, après la crise financière d'il y a 10 ans, on avait dit il faut moraliser le capitalisme, il faut engager toute une série de réformes. On n'y est pas arrivé. On n'y est pas arrivé parce que d'abord on ne moralise pas un flux financier, mais ce qui est frappant de voir, c'est que les États-Unis ont donné à la crise de 2008 une réponse totalement inverse à ce qui avait été fait dans les années 30. Roosevelt n'est pas revenu. En fait, les Américains ont amplifié et digitalisé leur capitalisme avec ces grands opérateurs digitaux qu'on connaît maintenant, tandis qu'en Europe, on a voulu retrouver l'État-providence qui avait été perdu. Et donc, les deux modèles ont divergé, à savoir que le capitalisme anglo-saxon s'est amplifié, tandis qu'en Europe, on a voulu retrouver dans l'État un ancrage qui malheureusement est en train de disparaître. Mais comment ça se fait que le politique n'a pas pu imposer aux banques certaines réformes, comme par exemple le fait de séparer les activités financières douteuses ou risquées du service aux clients? Alors c'est vrai que les banques n'ont pas été séparées, n'ont pas été écartelées comme ça avait été prévu. En même temps, les banques aujourd'hui sont soumises à une pression régulatoire extrêmement forte, parce que les banques sont nécessaires pour les États pour financer la dette publique. Quel est en fait l'aboutissement de cette crise de 2008? C'est que les dettes publiques ont explosé. Elles ont tellement explosé que la Banque centrale européenne a dû les acheter et créer de la monnaie en contrepartie. Mais les banques aujourd'hui sont beaucoup mieux contrôlées et les produits vendus aux clients le sont tout autant. Mais une nouvelle crise est possible. Je regarde la une d'un journal aujourd'hui. Georges Hugeux, il faut rappeler qu'il s'agit d'un économiste, d'un financier belge, mais qui a été patron de la bourse de New York. Il prédit un tsunami financier avant la fin 2020. D'accord ou pas? Je connais bien Georges parce qu'on est les deux Belges qui avons été à la direction d'un moment de la bourse de New York. Je crois que Georges a raison de dire que l'endettement est un problème massif. Il n'est pas le seul, non. Et cet endettement, aujourd'hui, tant privé que public, est tolérable parce que les taux d'intérêt sont bas. Ils sont aujourd'hui imposés par les banques centrales et correspondent aussi au vieillissement de la population. Je pense que si à un moment il y avait un problème dans l'économie, les banques centrales qui ont commencé à intervenir il y a quelques années seront obligées d'intervenir. C'est dans l'hypothèse où les banques centrales n'interviennent pas qu'un problème de taux d'intérêt va se poser et pourrait mettre effectivement des États ou des entreprises en difficulté. Alors, Bruno Coleman, une petite boule surprise avec une question surprise. Je vais prendre le bleu parce que c'est ma couleur fétiche. Et vous allez la lire à haute voix et sans crainte. Ah, voilà. Alors, un repas avec Mélenchon ou Salvini, si le choix est binaire, ce sera plutôt Mélenchon que Salvini. Parce que je pense que Salvini, ce sont deux populistes tous les deux. Salvini a créé de l'émotion un peu insurrectionnelle, a eu des positions en matière de rejet de la migration qui ne correspondent pas à la trame de ma famille, à ma trame humaniste. Mélenchon est un intellectuel avec lequel je crois qu'un dialogue est possible. Il y a peut-être des bons et des mauvais populistes. Je ne sais pas, je pense que c'est plutôt les humanistes qui sont bons et les personnes qui apprennent à expliquer les phénomènes, qui sont de bons pédagogues, qui sont des gens importants. C'est ça qu'on demande du monde politique maintenant, c'est d'avoir de la pédagogie, de la vision, parce que finalement, quand on parle de patriotisme, on parle de promesses de société plutôt que d'autres choses, et c'est ça dont les citoyens ont besoin maintenant, c'est un projet de société que j'aimerais bien inclusive plutôt qu'exclusive, avec une société en paix et harmonieuse, bien sûr. Bruno Coleman, merci d'être venu au Bar de l'Europe. On va s'attaquer à ce financier. Merci beaucoup.